L'histoire officielle ressemble à un accord fragile. Les scientifiques ont convenu d'ignorer les faits qui ne cadrent pas avec l'image habituelle du développement de la civilisation. Mais la pierre ne ment pas. Il existe sur notre planète des lieux dont l'existence contredit la théorie des ancêtres primitifs. Ce ne sont pas de simples énigmes, mais des preuves directes. Ils prouvent de manière convaincante que nous vivons sur les ruines de quelque chose de grandiose. Nous sommes comme des gens qui se sont réveillés dans un édifice majestueux qui ne leur appartient pas, ayant perdu la mémoire, et qui sont convaincus de l'avoir construit eux-mêmes à partir de matériaux simples. Mais 5 endroits sur la carte, réfutant silencieusement cette assurance, font allusion à une réalité effrayante. Nous ne sommes pas seuls ici. Et nous ne serons peut-être pas les premiers ni les derniers. En 1994, l'archéologue allemand Klaus Schmidt a commencé des fouilles sur la colline de Göbekli Tepe, également connue sous le nom de Montagne du Nombril, en Turquie. Sa découverte s'est avérée impressionnante. Un immense complexe de temples composé de cercles de pierre et de colonnes en forme de T, pesant jusqu'à 50 tonnes chacune. Les éléments en pierre étaient décorés de sculptures complexes, représentant des animaux. Le plus grand mystère concerne l'âge de la découverte. L'analyse au radiocarbone a établi que le complexe a été construit il y a 12 000 ans, à la fin de la période glaciaire. À cette époque, les hommes n'avaient pas encore maîtrisé l'agriculture, la poterie et la roue. La science officielle les classe comme des chasseurs-cueilleurs primitifs, mais ils ont réussi à tailler, transporter et installer avec une précision étonnante des blocs de plusieurs tonnes. Une construction d'une telle envergure nécessite des milliers de travailleurs, une logistique complexe et un approvisionnement en nourriture, ce qui témoigne de l'existence d'une structure sociale développée. Le plus étonnant, c'est que Göbekli Tepe n'a pas été détruit, mais au contraire, il a été délibérément et soigneusement recouvert il y a environ 8000 ans. Les anciens constructeurs ont déployé des efforts colossaux pour dissimuler le complexe. Les colonnes sont ornées de scorpions, de serpents et de vautours, tous symboles de la mort. Il n'est pas exclu qu'il ne s'agisse pas d'un temple, mais plutôt d'une sorte de sceau ou de prison qui retenait le mal, et que nous avons commis une erreur en l'ouvrant. Dans la vallée de l'Indus, Pakistan, se trouvent les ruines de Mohenjo-Daro, également connues sous le nom de colline des morts. Découverte en 1922, cette ville vieille de 4500 ans impressionnait par son système d'égouts sophistiqué, supérieur aux systèmes européens du XIXe siècle et par son urbanisme rigoureux. Soudain, cette métropole prospère a été frappée par une catastrophe. Au cours des fouilles archéologiques, 44 squelettes ont été découverts dans des positions non naturelles. La mort a frappé les gens soudainement, directement dans les rues. Pendant des milliers d'années, les corps sont restés sans sépulture, mais ils ne portaient aucune trace de charognard, ce qui est surprenant dans un climat aussi chaud. Il est probable que les restes aient été traités avec un produit qui repoussait les animaux et détruisait les bactéries. L'analyse a révélé un niveau de radiation extrêmement élevé dans les eaux, 50 fois supérieur à la norme, comparable au niveau enregistré chez les victimes de Hiroshima. La disposition des destructions indique la présence d'un épicentre. Les objets situés au centre ont été beaucoup plus touchés que ceux situés à la périphérie. La vitrification en est la principale preuve. De nombreux fragments de briques et d'argile ont été trouvés, qui ont fondu à haute température pour former un verre noir. Pour cela, il faut une température supérieure à 1500 degrés Celsius, ce qui est impossible à atteindre lors d'un incendie ordinaire. Il n'y a pas de volcan dans cette région. Les inondations et les épidémies ne peuvent expliquer les pierres fondues et les radiations, et les squelettes ne présentent aucune trace d'armes. La réponse se trouve peut-être dans le Mahabharata. Cette épopée décrit une arme aussi brillante que 10 000 soleils, qui faisait bouillir les rivières et tombait les cheveux et les ongles des survivants. Le langage du texte ressemble à un rapport sur une explosion nucléaire. Mohenjo-Daro pourrait être le vestige d'une guerre ancienne, dans laquelle ont été utilisées des technologies qui ont conduit à l'autodestruction de la civilisation. En 1963, un habitant de la province turque de Cappadoce, désireux de comprendre où avaient disparu ses poulets,
a percé le mur de sa cave et est tombé sur un tunnel sombre. C'est ainsi qu'a été découverte par hasard Derinkuyu, une ville souterraine aux dimensions gigantesques qui inspire la claustrophobie même aux spéléologues expérimentés. Les 8 niveaux officiellement fouillés, qui s'enfoncent à une profondeur de 85 mètres, équivalente à un gratte-ciel de 30 étages renversés. Mais les géoradars montrent la présence de dizaines d'étages encore inexplorés. Les scientifiques pensent qu'il pouvait y avoir ici des colonies autonomes pouvant accueillir plus de 20 000 personnes, avec du bétail et des réserves de nourriture. 15 000 puits de ventilation assuraient l'apport d'air frais, même au niveau le plus bas, et l'accès à l'eau des puits souterrains était solidement bloqué de l'intérieur. Derinkuyu est un véritable bunker. Ces étages sont fermés par des portes en pierre pesant une demi-tonne, impossibles à ouvrir de l'extérieur. Les couloirs étroits privent les assaillants de leur avantage numérique. Cependant, pourquoi construire une ville sous terre alors qu'il est plus facile de se défendre dans une forteresse perchée sur une montagne? Se réfugier dans l'obscurité n'a de sens que dans un seul scénario: lorsque la surface de la Terre devient invivable ou que la menace vient de l'espace. Les textes zoroastriens racontent l'histoire du refuge de Varu, construit par le roi Yima pour se protéger d'un hiver mortel et du feu céleste. Il est possible que Derinkuyu ait servi d'abri anti-bombe pendant la même guerre mondiale qui a détruit Mohenjo-Daro. En 1986, le plongeur Kiyachiro Aratake a plongé dans les eaux turquoises au large de l'île japonaise de Yonaguni. Son objectif n'était pas de rechercher des civilisations anciennes, mais de montrer des requins marteaux aux touristes. Cependant, au lieu des requins, il a découvert quelque chose qui lui a coupé le souffle. À une profondeur de 25 mètres, une structure gigantesque émergeait des profondeurs bleues. Ce n'était pas un rocher ordinaire, c'était un mur. Aratake s'est approché et a vu des marches en pierre parfaitement régulières qui s'élevaient vers le haut. Des angles droits, des terrasses et des plateformes géométriquement régulières sont apparus devant ses yeux. Cette construction impressionnante ressemblait à une immense pyramide à degrés ou à un ziggourate, comme si elle avait été jetée à la mer. Le plongeur comprit qu'il avait affaire aux ruines d'une ville dont personne ne soupçonnait l'existence. Il baptisa cet endroit Iseki, ce qui signifie « ruine » en japonais. Le monument de Yonaguni, comme on l'appelle aujourd'hui, est gigantesque. Il mesure 150 mètres de long, 40 mètres de large et 27 mètres de haut. Il a la même taille qu'un immeuble moderne de 10 étages. Et cet immense bâtiment est entièrement sculpté dans le grès. Lorsque les scientifiques ont eu connaissance de cette découverte, le monde s'est divisé en 2 camps opposés. Les géologues sceptiques ont considéré qu'il s'agissait d'un phénomène naturel. Ils ont affirmé que le grès avait tendance à se fissurer en couches, créant ainsi des lignes régulières. Cependant, le professeur de géologie marine Masaaki Kimura de l'université de Ryukyu a consacré plus de 15 ans à l'étude de ce site. Il a effectué des centaines de plongées et élaboré une carte tridimensionnelle détaillée du fond marin. Ces recherches réfutent la théorie de l'origine naturelle de cette structure. Au cours de ses recherches, Kimura a découvert des éléments que la nature n'aurait pas pu créer. Sur la terrasse supérieure, il a trouvé 2 trous ronds d'1 mètre de profondeur, ressemblant à des emplacements destinés à accueillir des colonnes. Il est également tombé sur une tranchée parfaitement rectiligne, traversant la roche et destinée à évacuer l'eau. De plus, un bassin de forme triangulaire a été découvert. Cependant, la preuve la plus éloquente est ce qu'on appelle l'arche, une porte en pierre d'1,5 mètre de haut, permettant à un plongeur de passer à travers. Les pierres de l'arche sont parfaitement ajustées les unes aux autres et assemblées sans ciment. On ne trouve pas de construction similaire à cette porte dans la nature. Outre le monument principal, d'autres objets inhabituels sont disséminés autour de lui. Les plongeurs appellent l'un d'eux le stade. Il s'agit d'une immense plateforme plate, encadrée par quelque chose qui ressemble à des tribunes. À proximité, se trouve un rocher qui ressemble à une tortue géante. Mais l'objet le plus effrayant
est le visage. Il s'agit d'un énorme rocher sur lequel sont sculptés des yeux, un nez et une bouche. Il repose au fond et regarde vers le haut, vers une surface qu'il ne reverra jamais. Certains le comparent aux statues Moai de l'île de Pâques. La principale difficulté liée à Yonaguni ne réside pas dans la forme des pierres, mais dans la détermination de leur âge. L'île de Yonaguni et toute cette région se sont retrouvées sous l'eau à la fin de la dernière période glaciaire. Cela s'est produit il y a environ 10 000 ans, lorsque la fonte des glaciers a fait monter le niveau des océans de plusieurs dizaines de mètres. Imaginez, il y a 10 000 ans, l'histoire officielle affirme qu'à cette époque, les Japonais vivaient dans des habitations souterraines, portaient des peaux d'animaux et se nourrissaient de mollusques. Ils n'avaient soi-disant ni outils métalliques, ni mathématiques, ni écriture. Mais si Yonaguni est une ville construite par l'homme, alors toute notre chronologie doit être révisée. Par conséquent, il existait autrefois sur Terre une civilisation très développée, capable de travailler les mégalithes à l'échelle industrielle 5000 ans avant la construction des premières pyramides égyptiennes. Les adeptes de l'histoire alternative considèrent cet endroit comme les ruines du continent légendaire de Mu ou Pacifida. Selon les anciennes légendes, il existait autrefois dans l'océan Pacifique un empire puissant qui a péri à la suite d'une catastrophe. Yonaguni correspond parfaitement à cette description. Ce n'est pas simplement un temple, ce sont les ruines d'une capitale. La manière dont cette ville s'est retrouvée sous l'eau est particulièrement effrayante. Les géologues affirment que l'immersion n'a pas été progressive. La ville est située dans la ceinture de feu du Pacifique, une région caractérisée par une activité sismique monstrueuse. La catastrophe a probablement été instantanée. Un tremblement de terre très puissant et le tsunami de plusieurs centaines de mètres de haut qui a suivi ont instantanément détruit la civilisation, la balayant dans l'océan. Imaginez cette journée. Les gens vaquaient à leurs occupations habituelles, se promenaient sur les terrasses, priaient les dieux près de la source sacrée. Soudain, le ciel s'est assombri et la mer s'est transformée en un mur d'eau. Il était impossible de s'échapper. La ville et ses habitants ont été engloutis. Aujourd'hui, lorsque les plongeurs plongent au-dessus de ces terrasses, ils ressentent un fort courant. C'est un endroit dangereux, il y a beaucoup de requins et l'eau est agitée. Les pêcheurs locaux ont toujours considéré ces eaux comme maudites et ont essayé de les contourner avec leurs bateaux. Le professeur Kimura affirme avoir découvert au fond non seulement des ruines de bâtiments, mais aussi des plaques portant des symboles incompréhensibles. Il les appelle la pierre de Rosette d'Okinawa. Si ces dires se confirment et que nous parvenons à déchiffrer ces signes, nous aurons accès à des secrets gardés depuis 10 millénaires. Nous pourrons découvrir les noms et l'histoire de ceux qui se taisent depuis des siècles. Le monument de Yonaguni est le plus grand cimetière sous-marin des espoirs de l'humanité. Il nous rappelle que toute civilisation, même la plus puissante, peut s'effondrer en un instant. Nous construisons des gratte-ciels de verre et de béton, mais face à la planète, ils s'avèrent aussi fragiles que des châteaux de sable. Dans les profondeurs de l'océan, Yonaguni attend, recouvert de coraux et d'algues, le prochain cataclysme qui enverra nos villes le rejoindre. Dans des milliers d'années, les nouveaux plongeurs, en passant devant les ruines de Tokyo ou de New York, se demanderont « La nature aurait-elle pu créer des angles aussi nets et droits ?» Dans les montagnes du Laos, sur le plateau de Xiangkuang, se trouve un endroit qui fait frissonner même les voyageurs les plus expérimentés. On l'appelle la vallée des Pos. Imaginez un vaste champ vide, entouré de montagnes brumeuses. Et sur ce champ, comme les vestiges d'une civilisation ancienne, sont éparpillés des milliers de récipients en pierre géants. Ce spectacle semble tout à fait surréaliste et défie toute explication. Les archéologues ont découvert plus de 90 sites contenant ces objets mystérieux. Cependant, seuls 3 d'entre eux sont accessibles aux touristes. Les autres sont cachés dans la jungle dense. L'ampleur de cette énigme de pierre est impressionnante. Au total, on compte plusieurs milliers de cruches. Les plus petites d'entre elles atteignent un demi-mètre de haut et pèsent environ 500 kilos. Mais on trouve aussi de véritables géants. Le véritable géant parmi les jarres
que les habitants ont surnommé la tasse du roi, est un exemplaire qui s'élève à 3 mètres au-dessus du sol et pèse 6 tonnes. Ses parois atteignent une épaisseur de 40 cm. Le principal mystère concerne leur transport. Les jarres sont faites de granit, de grès, de calcaire corallien et de conglomérats. Les gisements les plus proches de ces roches se trouvent à des dizaines de kilomètres de la vallée. À l'époque où, selon la version officielle, ces objets ont été créés, il y a environ 2500 ans, il n'y avait pas de route au Laos. Seules des jungles denses et des sentiers de montagne couvraient la région. Mais comment les anciens pouvaient-ils transporter des blocs de pierre de 6 tonnes à travers les montagnes sans roues ni technologie sophistiquée? Les ingénieurs ont estimé que le transport d'une seule de ces cruches aurait nécessité l'effort de centaines de personnes et de nombreuses années de travail. Et ce n'est qu'un seul récipient, alors qu'il y en a des milliers ici. Dans les années 1930, le monde a découvert l'existence de cet endroit grâce à l'archéologue française Madeleine Colany. Cette courageuse exploratrice a passé plusieurs années dans la vallée à essayer de percer le mystère des géants de pierre. C'est elle qui a découvert d'étranges disques de pierre à côté des jarres. Au début, elle a supposé qu'il s'agissait de tables ou d'autels. Cependant, elle est ensuite arrivée à la conclusion qu'il s'agissait de couvercles. Chaque jarre avait autrefois son propre couvercle. Cela indique que les récipients devaient être hermétiquement fermés. Mais dans quel but? Quelle valeur ou quel danger pouvait représenter ce qui était conservé dans un coffre-fort en pierre de 6 tonnes au milieu de la jungle? Madeleine Colany a trouvé à proximité une grotte avec une ouverture naturelle dans le plafond, ressemblant à une cheminée. Les parois de la grotte étaient recouvertes d'une couche de suie. Les fouilles ont révélé qu'il s'agissait d'un gigantesque crématorium, ce qui a conduit à la théorie la plus sombre et la plus probable sur l'origine de la vallée des cruches. Certains pensaient qu'il s'agissait de réserves de céréales ou de réservoirs d'eau de pluie. En réalité, les anciens utilisaient ces cruches pour un rituel funéraire complexe et effrayant. Le corps entier du défunt était placé dans un récipient en pierre, recouvert d'un lourd couvercle en pierre et laissé au soleil. À l'intérieur du pot, le corps subissait un processus de décomposition et de fermentation de la chair. Au bout de quelques années, lorsqu'il ne restait plus que les os, ceux-ci étaient retirés et incinérés dans la même grotte. À côté des jarres, les cendres étaient enterrées dans le sol. Imaginez l'atmosphère qui régnait ici il y a 2000 ans. Des champs à perte de vue, recouverts de milliers de récipients en pierre. Dans chacun d'eux, un corps humain se dissolvait lentement, se transformant en liquide. L'odeur de la décomposition devait flotter au-dessus de la vallée comme un mur épais et dense. C'était une immense morgue à ciel ouvert, une sorte d'usine de recyclage des corps des défunts. Les tribus locales croyaient que l'âme d'un homme ne pouvait pas partir dans l'au-delà tant que son corps n'avait pas complètement disparu. Et elles contribuaient à ce processus en recourant à des méthodes effroyables. Les habitants locaux racontent une histoire tout à fait différente. Selon leur légende, il y a plusieurs siècles, ces terres étaient gouvernées par un redoutable roi des géants nommé Kung Chung. Il menait une guerre sanglante et interminable contre ses adversaires. Après une longue lutte et après avoir finalement remporté la victoire, il décida d'organiser un somptueux banquet qui devait durer 365 jours. Le géant ordonna à ses serviteurs de fabriquer d'énormes coupes en pierre afin de les remplir de vin de riz lao lao. Ce mythe raconte que les cruches ne sont que de la vaisselle destinée au festin des géants. Les habitants de la région sont encore convaincus que les esprits de ces géants dorment sous terre, dans la vallée, et qu'il est mortellement dangereux de les réveiller. L'histoire de la vallée des cruches comporte également un chapitre contemporain tout aussi tragique. Dans les années 60-70 du XXe siècle, pendant la guerre secrète au Laos, cette région a été l'objet de l'un des bombardements les plus sanglants de l'histoire. L'aviation américaine a largué plus de 260 millions de bombes sur la province de Xiangkhouang, soit plus que le nombre de bombes larguées sur toute l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. La vallée s'est alors transformée en véritable enfer sur Terre. Les explosions ont détruit ou endommagé de nombreuses jarres anciennes. Mais le plus terrible,
c'est que des millions de bombes n'ont pas explosé et gisent encore dans le sol, parmi les récipients en pierre. La vallée des Jars est ainsi devenue l'un des sites archéologiques les plus dangereux au monde. Les touristes ne peuvent emprunter que les sentiers balisés. Tout pas vers la gauche ou vers la droite peut s'avérer mortel. Les bombes à fragmentation, qui ressemblent à des balles de tennis, attendent leurs victimes depuis déjà un demi-siècle. Ce danger mortel confère à cet endroit une atmosphère particulière et pesante. Vous vous trouvez au milieu d'un champ, contemplant d'anciens récipients funéraires, tandis que sous vos pieds, parmi l'herbe, repose la mort moderne. Ici, le passé et le présent se sont entremêlés dans une danse de destruction. Les rituels anciens et les technologies des tueurs modernes, la pierre et le métal, tout cela s'est fondu en un tout. À l'aide des dernières techniques de scan, des archéologues australiens ont découvert des centaines de sépultures sous terre, autour des Jars. Il s'avère que les Jars visibles ne sont qu'une petite partie, la pointe de l'iceberg. Sous terre s'étend toute une ville souterraine des morts. Au cours des fouilles, des objets inhabituels ont été découverts. Des disques de bronze, des perles de verre et des outils en fer dont la fonction n'est pas encore claire. L'analyse chimique de la surface intérieure des cruches a révélé des traces de matière organique, ce qui confirme l'hypothèse selon laquelle elles contenaient les corps des défunts. Il existe également d'autres hypothèses, quelque peu effrayantes. Certains chercheurs ont prêté attention à la disposition des cruches. L'analyse d'une carte de la vallée vue d'en haut montre que les groupes de récipients forment un motif qui reproduit la carte du ciel étoilé tel qu'il était il y a 2000 ans. Certains groupes de cruches correspondent même à des constellations spécifiques. Mais pourquoi les anciens avaient-ils besoin de reproduire sur Terre le reflet du ciel en utilisant pour cela des récipients contenant les restes des défunts? Peut-être pensaient-ils que de cette manière, les âmes trouveraient le chemin du retour, vers les étoiles. Ou bien ces cruches faisaient-elles partie d'un gigantesque dispositif astronomique fonctionnant à l'énergie de la mort? La vallée des cruches est plongée dans le silence. Les géants de pierre résistent à la pluie et aux tempêtes, se couvrant lentement de mousse. Ils ont survécu à la civilisation de leurs créateurs, ils ont survécu aux bombardements intensifs, et ils survivront à notre époque. Les visiteurs de ce lieu rapportent souvent des vertiges soudains et une anxiété inexplicable. Les appareils photos tombent souvent en panne ici, et les boussoles commencent à indiquer des directions erronées. Les chamans locaux affirment que les cruches ne sont vides que physiquement. En réalité, elles sont remplies de souvenirs. Elles conservent la mémoire de milliers de personnes qui y ont trouvé leur dernier refuge éternel. Et cette mémoire est si lourde que même la terre sous les Jars s'affaisse, non pas sous le poids de la pierre, mais sous le poids du chagrin. En regardant ces blocs gris, nous comprenons que pour les anciens, la mort n'était pas une fin, mais une procédure technologique complexe dont les secrets nous sont inconnus. 5 énigmes, 5 preuves de notre insignifiance. Le temple de Göbekli Tepe, enfoui à cause de quelque chose d'effrayant. Les ossements radioactifs de Mohenjo-Daro. Le bunker souterrain de Derinkuyu, la ville engloutie de Yonaguni, et les coupes funéraires du Laos. Ces artefacts anciens se moquent de notre arrogance. Nous pensons régner sur la planète, mais nous ne sommes que des fourmis rampant sur les ruines de civilisations qui étaient plus puissantes que nous. Les anciens ont disparu, mais leurs traces nous rappellent que l'éternité n'appartient qu'à la pierre et non à l'homme.